qui a été rappelé par Monsieur le Président de l'Exécutif tout à l'heure et qui a été aussi confirmé, bien sûr, au Conseil de planification écologique ce lundi. Bien, merci beaucoup. Rebonjour à tous. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter rapidement la démarche que l'on propose très collectivement de mener dans le cadre de l'année 2 des COP sur effectivement le sujet de l'adaptation. Ça a été dit, le sujet d'adaptation, il est particulièrement complexe, d'une part parce qu'on se projette dans le futur, qu'on peut certes modéliser, mais avec tout un tas d'incertitudes néanmoins. D'autre part, parce que ça a été dit aussi, il faut se méfier des moyennes et des effets de pic. Donc, à quoi doit-on se dimensionner ? Se dimensionne-t-on à plus de degrés ou à des effets de pic ou à des extrêmes auxquels il faudra savoir résister le temps qu'ils durent ? Parce qu'il y a des crises de fond qui sont relativement connu, mais de très long terme, l'augmentation du niveau de la mer, les retraits gonflements d'argile, et à l'inverse, il y a des effets dits de crise moins prévisibles, plus improbables et très extrêmes. L'exemple de Valence a été cité. Et puis enfin, c'est très compliqué parce que chaque territoire a ses particularités, d'une part de vulnérabilité, tout territoire n'est pas exposé aux mêmes risques, mais aussi en termes d'enjeux, tout territoire est plus ou moins préparé et capable de réagir et de se protéger par rapport à ces événements-là. Donc, comment est-ce qu'on attaque le sujet de l'adaptation qui, par ailleurs, couvre des sujets aussi différents que celui du sol, de l'eau, des forêts, des bâtiments, des isolants, on en a parlé, etc., etc. Ce que l'on propose pour aller très très vite, c'est d'une part de s'inscrire dans un même, grosso modo, une même temporalité de l'exercice que la précédente COP, donc avec une première phase de diagnostic où l'idée est de comprendre les enjeux sur les territoires et d'en faire émerger un certain nombre de priorités. Deuxièmement, de mettre en débat les travaux, les leviers supplémentaires, les voies d'accès, les voies de passage qui peuvent être explorées au niveau du territoire. Et puis troisièmement, enfin, consolider tout ça sur une feuille de route. Ce que je voudrais simplement illustrer, c'est comment est-ce que l'on se propose d'outiller, d'équiper ces deux phases-là. Vous ne comprenez rien à cette slide, donc je vais mettre celle-ci qui est peut-être un tout petit peu plus claire. D'abord sur la phase de diagnostic, ou plutôt de manière générale, ce que l'on constate, c'est que notre beau pays est riche en administration, agences, opérateurs, parties prenantes, think tanks, entreprises évidemment, groupes d'intelligence, groupements collectifs qui proposent, qui construisent de l'expertise, de la donnée statistique, de l'intelligence, de la connaissance, utilisable par vous tous, par nous tous, pour se préparer à l'adaptation. Donc je veux citer évidemment le BRGM, l'IGN, Météo France, le CEREAL, l'NCT, l'ADEME, j'en oublie bien sûr énormément, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez le point. La difficulté, c'est que toute cette connaissance-là, elle est d'une part répartie sur l'ensemble des opérateurs, difficilement accessible en un seul endroit, et parfois difficilement traduisible à l'échelle d'un territoire. Voilà, c'est de la connaissance très profonde, très pointue, mais comment est-ce qu'on met ça au service de la décision politique locale ? Donc ce que l'on a essayé de faire avec l'ensemble de nos partenaires, c'est de mettre ça dans un seul outil cartographique, une forme des géoportails de l'adaptation, si vous voulez. D'ailleurs, ça deviendra un jour un géoportail de l'adaptation, mais qui permet de consolider dans un seul outil cartographique les données du BRGM contenant l'eau, les données Météo France sur les moyennes et les pics de chaleur, les données des agences de l'eau, les données de l'IGN sur la santé des forêts. Donc d'avoir accès à l'ensemble de ces informations, non pas au sein de 25 sites internet différents, mais d'un seul outil et de 3 clics. Et puis de la même manière, sur ces mêmes cartes, de pouvoir projeter les enjeux du territoire, c'est-à-dire la vulnérabilité des populations, des données démographiques issues de l'INSEE par exemple sur l'âge des populations, des données sur le revenu moyen, des données associées aux enjeux infrastructurels, les infrastructures de santé, les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, les lycées, les infrastructures de transport, les infrastructures industrielles, de pouvoir croiser sur une version très visuelle, très locale, très concrète de notre territoire, à la fois les aléas associés aux enjeux climatiques qui nous arrivent, la chaleur, l'eau, l'évolution du niveau de la mer, le RGA, et puis nos enjeux de notre territoire. L'idée est de pouvoir faire émerger
quelques priorités et ne pas se noyer dans un champ très large, mais de pouvoir agir très concrètement sur les sujets les plus urgents pour le territoire. Et puis les étapes d'après, les slides sont peu lisibles, mais l'idée là aussi a été de concentrer dans un seul document qu'on a appelé guide des leviers, comme pour la COP 1, l'ensemble des idées, l'ensemble des leviers, l'ensemble des propositions d'action disponibles au sein de notre pays et proposées par, encore une fois, les différentes agences, opérateurs, administrations y travaillant, dans un seul document. Donc il va y avoir à peu près 95 leviers qu'on a structurés de la même manière. À quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Comment s'en servir? Quelles sont les ressources disponibles? Où est-ce qu'on peut trouver des moyens et de l'intelligence pour le faire? Dans un document qu'on a essayé de construire de manière lisible, pratique et concise, et qui ensuite nous permet de naviguer dans l'ensemble de l'intelligence construite par l'ensemble de nos partenaires. Voilà en gros les quelques mots que je voulais avoir sur la démarche à venir. Donc parler de l'adaptation de manière la plus territorialisée et la plus concrète possible. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer donc à la question de la préservation de la biodiversité, donc de la gestion que l'on peut avancer au niveau des transparents. Donc la parole est à l'Office de l'environnement, Monsieur le Président. Très bien. Salut à tous, Monsieur le Préfet de région, Monsieur le Préfet d'Haute-Corse, Monsieur le Président de l'exécutif, Monsieur le Secrétaire général à la biodiversité. Permettez-moi effectivement d'introduire la présentation qui sera faite par Jean-Michel Colliot dans un instant sur la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Mais permettez-moi quelques instants afin de vous dire que, bien évidemment, on vous remercie parce qu'on est dans un accompagnement aujourd'hui et on est dans un faire ensemble qui peut nous satisfaire. Alors, vous l'avez compris, l'Office de l'environnement, dans cette présentation, va rentrer dans une explication un peu plus pragmatique que les grandes théories qui ont été posées avec le réchauffement climatique, les différents degrés que nous aurions à absorber. Et on se veut effectivement de le faire ensemble. Alors, j'étais au niveau des remerciements, je vais aller au bout, j'aurais pu le tourner différemment, mais je tiens à saluer l'action du DREAL adjoint de M. Surug, Nicolas Surug, avec qui on travaille pour un comité de financement. Parce qu'aujourd'hui, on se parle de grandes mesures que l'on va mettre en application, mais on ne sait pas encore parler de financement. Donc, le nerf de la guerre, on le sait tous, c'est le financement. Et je vous remercie d'avoir intégré dans les différentes interventions que l'on a pu faire cette notion-là. Pourquoi je la précise? Parce que j'ai cru comprendre qu'un fonds vert était destiné à la biodiversité au niveau national. Et je dois dire que ce sujet-là, on l'a regardé passer comme un vœu pieux sans jamais pouvoir avoir accès à ce type de financement. Donc si le fonds vert n'est pas dédié à la biodiversité, ça m'interpelle. Donc merci d'avoir entendu ce que l'on avait à se dire et merci d'essayer de construire quelque chose qui nous permette d'être des partenaires plus que des spectateurs. Et afin d'être des partenaires acteurs, je tiens à saluer la présence des différentes écoles qui sont ici dans la salle, que je n'ai pas entendues. Et je leur lance volontiers un appel. Je tiens à vous dire aujourd'hui que les acteurs de demain, c'est vous. Et le président de l'exécutif l'a évoqué en introduction de ses propos. Nous appartenons d'ores et déjà à la génération d'adultes, de seniors. Donc c'est à vous qu'il revient le droit aujourd'hui d'être des acteurs proactifs. Alors vous n'aurez peut-être pas le temps tout à l'heure de poser des questions orales, vous n'en avez pas posé précédemment, mais je tiens à vous dire que je me tiens à votre entière disposition, soit par le biais de questions orales que vous pourriez poser tout à l'heure, ou par le biais de questions écrites, et je me rendrai disponible pour venir échanger avec vous, parce que l'avenir de notre île, c'est vous, et on doit prendre en compte ce que vous avez effectivement à nous dire. Donc c'était important de le préciser. Vous dire aussi, bien sûr, que dans la présentation que l'on aura à faire, vous l'avez vu, elle est assez large. J'aurais très bien pu évoquer avec vous la partie déchets, la partie tri. On a choisi, et je remercie les organisateurs, de nous avoir donné la possibilité de le faire par le biais de la RNBB de Bonifacio. Et j'ai vu le maire tout à l'heure arriver. Je tiens à le saluer parce qu'on travaille de concert avec lui sur ces sujets-là. Les Laveds, vous l'avez compris, et Kawald, ou bien sûr, qui sont les deux fleurons que nous avons à protéger, à défendre.
Et là aussi, nous avons bien évidemment à le faire ensemble avec l'État et avec la commune de Bonifacio et avec les différents acteurs du secteur. Donc tout ça pour vous dire qu'on a bien évidemment en tête que, et ça a été dit dans les présentations, aujourd'hui on se doit d'être extrêmement actif pour la préservation de la trame bleue, de la Posidonie, et la trame verte, qui sont nos forêts. Et je pense que l'on aura des projets à développer ensemble. Je crois que l'artificialisation des sols dans nos communes respectives n'est plus d'actualité si on se projette sur des niveaux de température élevés. Moi, j'inviterais l'État à accompagner l'Office de l'environnement dans une démarche qui consisterait à revégétaliser nos communes. C'est un premier axe auquel il faut donner, et bien sûr à préserver la Posidonie. C'est le deuxième, c'est la trame bleue. Elle est extrêmement importante à mettre en œuvre. Donc tout ça, on aura l'occasion de le développer. Sans plus attendre, peut-être vous dire un mot aussi sur l'UNESCO et la réserve de Scandola. Nous aurons d'ailleurs, et je remercie le maire de Porto, M. De Pianelli, que j'ai vu tout à l'heure ici présent, de nous accueillir vendredi pour la pose de la première pierre de la réserve naturelle de Corse de 70 000 hectares au droit des 1000 hectares de la réserve de Scandola. C'est une première pierre extrêmement importante qui va nous conforter dans notre positionnement UNESCO et à la reconquête de ce fameux label que nous avons perdu. Donc je tenais à le dire dans mes propos introductifs. Sans plus tarder, j'ai d'ores et déjà été trop long. Je vais laisser la parole à Jean-Michel Coulioli qui va vous faire un état précis de la RNBB et du savoir-faire que l'on a en Corse et que l'on attend qu'à dupliquer à Scandola. A ringraziarvi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, comment concilier biodiversité et gestion des usages. Nous, ça fait à peu près 35 ans qu'on essaye un peu de le faire dans les Bouches et un petit peu partout en Corse. Notre logique, elle est liée à un cadre environnemental que l'on se doit de protéger la biodiversité. Il y a des acteurs qui sont l'Assemblée Aigurtica et une coordination entre la CDC et l'État qui est indispensable. Mais les réserves naturelles, ce sont des documents de planification, c'est une gestion de la ressource qui est très importante, et des piliers qui sont liés à la surveillance de la réglementation sur le terrain, des actions de terrain, et puis bien évidemment la surveillance scientifique pour pouvoir avoir une bonne coordination de la gestion. Autour de la Corse, je n'ai pas le temps de vous présenter un petit peu nos actions dans le service des aires protégées de la mer, des îles et du littoral, mais vous voyez un petit peu qu'on déploie, on gère la réserve des Boucs et di Bonivadio, la petite réserve du Cap Corse, et puis notamment la question du site de l'UNESCO, notre Natura 2000 également. La réserve des Boucs et di Bonivadio, c'est une vieille aventure, c'est 40 ans de protection, et c'est vrai que la Vède, si c'est une petite île, je dirais une petite île dans les îles, pas simplement l'île de Corse, mais aussi l'île de la Sardaigne, puisqu'elle est aussi fréquentée par les Sardes. Et c'est une réserve qui est partie des années 80, une première réserve sur les Lavetti, et puis on a grandi en 1999 avec la grande réserve naturelle des Boucs et di Bonivadio, qui est une aire spécialement protégée d'intérêt méditerranéen. C'est une reconnaissance internationale du programme des Nations Unies, un plan de gestion. Ce plan de gestion, il a été approuvé en décembre dernier à l'Assemblée Aigurtica, avec 168 actions, 3 enjeux majeurs. Le premier, biodiversité, le deuxième, usage durable, et le troisième, Boucs di Bonivadio, créer une réserve Manan Biosphère de l'UNESCO transfrontalière avec la Sardaigne, c'est un projet important. L'archipel des Lavezzi, vous en entendez beaucoup parler, c'est beaucoup de fréquentation qui vient un petit peu dans tous les sens, avec différentes unités. Vous voyez un petit peu les types d'unités que l'on a. Mais ça a été une question, un choix volontairement très protectionniste que l'Assemblée de Corse nous a demandé de faire, tout simplement parce qu'il y a eu des questions orales qui ont été posées par les élus, des délibérations, un plan d'action. Ce plan d'action, il intègre la gestion globale de l'archipel des Lavezzi, la question de l'île Lavezzo, mais aussi la question de la gestion de Cavallo, puisqu'on est à Lavezzi dans une zone de protection renforcée. C'est les zones de protection forte et les zones les plus importantes de la réserve des Bouches. C'est donc après un plan d'action et puis des orientations opérationnelles avec un quota qui a été validé. On a un conseil scientifique qui nous aide à analyser
les 40 à 50 programmes de suivi scientifique que l'on a tous les ans pour pouvoir bien évidemment identifier sur des séries à long terme les objectifs que l'on a sur la conservation de la vie faune, la conservation des éléments floristiques, mais bien évidemment aussi ce que l'on a en matière de richesse sous l'eau. C'est très très important de se dire qu'une aire marine protégée en moins de 10 ans, c'est 10 fois plus de poissons sous l'eau et une richesse importante que l'on décline sur la pêche, sur les ressources, sur la plongée, des clubs de plongée qui se développent aussi. Donc cette conciliation, ça a été, sur les lavettes, il y a un quota et puis un permis d'aménager, un schéma d'aménagement pour faire respecter l'article 26 du décret de la réserve. C'était la pierre angulaire. On ne peut pas débarquer sur cette île, on peut débarquer uniquement sur cette île, sur les sentiers et les plages qui sont les plages et les sentiers balisés, pardon. Donc on a mis en place ces travaux d'aménagement qui sont terminés. On fera l'inauguration avant l'été. J'espère qu'il y aura un maximum de personnes, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil exécutif, qui seront invités pour le président de l'Office de l'environnement et d'autres. C'est une relation importante, mais dans ce plan d'action qui a été mené, comme l'a dit le président de l'Office, il a été mené en concertation avec l'ensemble des usagers, en concertation entre l'Office de l'environnement et la mairie de Bonifacio. Et il nous a conduit aussi à avoir également des actions pour protéger des effets de transfert. Parce que quand on limite, quand on met des quotas, quand on met des licences, on a forcément des transferts. Et donc il a fallu qu'on protège des intérêts très forts pour la faune et la flore. Donc très rapidement, ce sont des mesures. On avait des pics qui étaient bien connus, des pics très forts de fréquentation avec plus de 3400 visiteurs présents simultanément en 2015. Et grâce aux mesures que l'on a mis en place, on est descendu puisque notre quota s'était dépassé de 2000 personnes présentes simultanément sur l'île. Fixer un objectif de fréquentation annuel après, donc on a diminué ce pic de fréquentation de 50%. Tout ça en travaillant avec les usagers, avec les socioprofessionnels, en travaillant avec eux avec des conventions, en mettant en place des processus de concertation. Bien sûr, ces processus de concertation, ils ont abouti à faire en sorte qu'on ait une protection maximale des herbiers de Posidonie autour de l'île, grâce à des arrêtés. Et puis, vous voyez, ces mesures, quand je vous disais qu'on a des mesures de suivi scientifique qui sont approuvées, qui ne sont plus discutées depuis les années 90, on a des tendances très fortes, on a des pourcentages de baisse autour de l'île qui ont baissé entre 2022 et 2024. Et puis quand on fait un travail sur l'ensemble de la fréquentation, quand on cumule la fréquentation nautique et la fréquentation terrestre, on s'aperçoit qu'en 2024, on a déjà atteint nos objectifs qui sont fixés dans le plan de gestion, avec moins de 200 000 personnes en 2026 et puis 150 000 qui seront à viser en 2030. Donc 180 000 personnes, c'est déjà une atteinte très forte. Et c'est vrai que ce projet Lavezzo, mais c'est un projet qui a été mené par tout le monde, par un support important de l'Assemblée de Corse, des administrations, pour mettre en place des arrêtés préfectoraux, de la commune de Bonifacio pour nous accompagner aussi dans ces logiques. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est toujours se remettre en cause, un meilleur accueil du public, notamment sur les zones marines. C'est maintenir la possibilité de mettre en place un quota juridique, juridiquement fiable sur les 2000 personnes si on a l'atteinte. Pour l'instant, on est déjà, rien que par nos mesures, qui sont des mesures de concertation, sans besoin de le mettre en place. Malheureusement, c'est le retour du rat. Je n'ai pas le temps de vous expliquer la relation entre le rat et les puffins cendrés, mais c'est une vraie préoccupation. Je vous disais, les îles sont très importantes. Les géographes nous enseignent que les îles, c'est des super exemples pour la gestion de l'environnement. Et les rats représentent, avec ce retour, on les avait éradiqués dans les années 2000. Et puis, ce retour est un petit peu problématique et on dératisera à nouveau en 2026. La restauration du phare de Lavezzi, c'est sans doute le point final de ce que l'on pourra faire sur la gestion de l'archipel de l'île Lavezzi. Les conventionnements avec les socioprofessionnels, et c'est vrai que le lien avec Euskandre est important. Comment à un moment donné gérer si on ne met pas en place des licences, des quotas? Comment à un moment donné ne pas limiter, mais à un moment donné comment on peut faire pour protéger l'environnement sans forcément atteindre également les intérêts économiques des locaux, parce qu'il y a un véritable enjeu important.
Et donc, diversifier les faits et l'effort des socioprofessionnels vers les plages de l'île Cawad, qui sont assez peu fréquentées dans le cadre du schéma d'aménagement global des espaces naturels sensibles de la CDC et du travail qui est mené pour la commune de Bonivaggio. Mais c'est aussi travailler avec les socioprofessionnels pour qu'ils aillent aussi sur la Sardaigne, développer des produits avec les 4 aires marines protégées des bouquets di Bonivaggio, la Zinara, la Maddalena et Santa Teresa, pour faire des boucles entre nos 4 espaces protégés, pour faire du développement durable et faire ce lien entre la Corse et la Sardaigne qui est si important. Capitaliser, je vous l'ai dit, l'expérience. J'ai malheureusement pas le temps en 5 minutes de développer tous les bénéfices d'une aire marine protégée dotée de moyens réglementaires. Parce que quand elle est dotée de moyens réglementaires, elle a un levier très important sur la ressource et la défense de la pêche artisanale. Si vous lisez le plan de gestion de la réserve des Bouches pour 2023-2032, vous verrez que c'est quand même très important pour nous de préserver une ressource halieutique, ressources paysagères, tout en maintenant donc la biodiversité. Et donc concilier les usages avec l'enjeu prioritaire, ce cadre environnemental, cette biodiversité, c'est un véritable challenge. Et cet exemple de la Vésie, je pense qu'il est très important et je remercie vraiment tous les acteurs parce qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose de très positif. Merci. Merci beaucoup. On va passer de l'extrême sud à l'extrême nord de la Corse, au Cap Corse, concernant donc la problématique de gestion territoriale de l'eau avec l'adaptation au changement climatique qui est déjà en cours. Allez-y, monsieur. Oui, alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout d'abord, je vous remercie. Je voudrais, au nom du président de la Com et des élus, vous remercier pour cette invitation. Beaucoup des intervenants ont parlé d'action en territoire. Et je vais me faire le témoin d'une action qui se déroule actuellement et qui est notre PTGE, notre plan de territoire pour la gestion de l'eau. Alors, je vais me lever, je vais aller lire parce que pour être très synthétique, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et pour bien comprendre la problématique, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Voilà. Alors, merci de reposer votre micro portatif, s'il vous plaît. Merci. Alors, tout d'abord, il me paraît nécessaire de présenter brièvement quelques caractéristiques du territoire du Cap Corse. J'ai noté d'ailleurs qu'il n'y avait pas de nom du Cap Corse là on l'appelle parfois l'île dans l'île, vous le savez tous. Sa superficie est de 305 km² et sa population permanente de moins de 7000 habitants. L'intercommunalité comprend 18 communes et 184 hameaux. Vous comprendrez bien les problématiques de distribution de l'eau dans ce contexte-là. Sur le sujet qui nous occupe, à savoir la ressource en eau, le Cap Corse est un territoire aussi fortement vulnérable pour plusieurs raisons. Il ne dispose pas de masse d'eau naturelle conséquente. Chez nous, nous n'avons pas de nappe phréatique. Nous avons surtout des réseaux karstiques. Et lorsque nous avons des nappes, ce sont des nappes très fragiles parce qu'elles se situent sur la frange côtière. Et on sait toute l'importance qu'a le biseau marin, etc. Donc, on n'y touche pas trop. De plus, la géographie du Cap Corse est défavorable avec une pente abrupte. On passe de 1300 mètres d'altitude à 0 mètre en moins de 4 km à vol d'oiseau. Donc vous voyez un petit peu... voilà. Donc la partie nord du Cap Corse en particulier connaît un déficit hydrique important au regard de l'exposition au vent et des apports, pluie et neige, limités compte tenu de l'absence de massifs. À cette vulnérabilité naturelle, il faut rajouter la vétusté des réseaux qui fait que dans certaines communes, on estime à 60% les pertes d'eau. Outre ces vulnérabilités spécifiques, j'ajouterais que le Cap Corse, comme le reste de l'île, est soumis à une forte saisonnalité qui engendre des besoins en eau accrus au moment où celle-ci se fait la plus rare, en été. Il peut en résulter des conflits d'usage entre les différents occupants de la région.
Une fois planté ce décor, on comprend aisément pourquoi le Cap Corse a été identifié comme prioritaire, et je vais vous donc préciser la démarche du PTGE. Pour rappel, la collectivité de Corse est compétente pour mettre en œuvre une gestion équilibrée des ressources en eau de l'île. Cette compétence est exercée notamment par la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l'eau, autrement appelés PTGE. Donc, du fait de la vulnérabilité précédemment évoquée du territoire du Cap Corse, celui-ci a été identifié comme prioritaire et pilote pour l'élaboration d'un PTGE. Alors, les objectifs d'un PTGE, quels sont-ils? C'est la réalisation d'un diagnostic sur les ressources en eau disponibles et des besoins actuels et futurs. L'identification d'un programme d'action et à la suite donc de ce diagnostic effectif du PTGE du Cap Corse en 2023, un diagnostic exhaustif a donc été réalisé en 2024 à l'échelle de l'ensemble des communes et des groupes de travail se sont mis en place. Il en découle naturellement un plan d'action que nous pouvons décliner en 3 axes: sobriété, optimisation et innovation. La volonté de l'intercommunalité est tout d'abord d'encourager à la sobriété. Cela passe d'abord par la sensibilisation du public, quel qu'il soit. La sobriété, c'est également la connaissance exhaustive de l'état du réseau par la réalisation de schémas directeurs, la connaissance de la consommation par la pose de compteurs et bien entendu la réalisation de nombreux travaux tels la réfection des réservoirs ou des canalisations. La sobriété passe également par un volet réglementaire qui consiste notamment à faire respecter les arrêtés préfectoraux en période de sécheresse. Ce peut être également des mesures exigeantes comme la tarification progressive qui facture de façon très significative la consommation d'eau des particuliers au-delà d'un certain seuil. Celle-ci a été adoptée dans de nombreuses communes. On citera aussi des mesures contraignantes, mais qui se justifient au regard de la situation. Et je citerai l'arrêté d'interdiction de construction de nouvelles piscines à Brando. Sur cet axe sobriété, le rôle du PTGE est important. D'une part, la connaissance fine du terrain encourage la prise de conscience et priorise les travaux à mener. D'autre part, le PTGE va accélérer la recherche du financement. On peut aussi estimer que le PTGE permet une identification des actions exemplaires et leur généralisation, tout en les adaptant aux spécificités, puisqu'il faut rappeler par exemple que certaines communes du Cap Corse ne manquent pas d'eau. Donc le deuxième axe développé dans le cadre du PTGE, c'est l'optimisation de la ressource existante. Cela passe par la recherche de nouveaux captages ou la remise en état de captage existant, mais également par l'augmentation des stockages, puisque l'on sait qu'il ne pleut plus désormais de la même manière et que les épisodes de type Sevenol vont s'accroître dans les années à venir. Alors, ce qui était exceptionnel avant est devenu la règle, et ce qui est commun aujourd'hui, c'est plus du tout le même type de climat qu'on avait, et on est un peu déboussolé à ce niveau-là. Par exemple, cette année, on a eu énormément d'eau, alors qu'on a subi 5 années de sécheresse. Donc, je vous le disais précédemment, la ressource en eau est inégalement répartie dans le Cap Corse. Il convient donc de renforcer la solidarité et donc les interconnexions entre communes. Sur ce volet également, le rôle du PTGE est déterminant dans la mesure où la dynamique partenariale sur laquelle il repose permet une véritable collaboration entre acteurs de terrain, décideurs et financeurs. Dès lors, la recherche de financement s'en trouve facilitée et gagne en cohérence. Surtout le PTGE insiste beaucoup sur cette notion d'interconnexion qui certes existait déjà à une moindre échelle dans le Cap et va se retrouver renforcée. Enfin, le troisième axe, innover. Le troisième axe, innover,
avec... En 1 minute, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de... Donc, innovation, expérimentation, coopération. Face aux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, la technologie ne peut pas tout, mais elle offre des réponses. Alors, l'installation d'une usine de dessalement d'eau de mer au nord du Cap n'a pas vocation à être généralisée. Il n'empêche, lors de situations critiques, elle permet aux habitants de Rogliano et Tomino de ne pas être privés d'eau potable. Technologie toujours, la communauté de communes s'apprête à mener dans le cadre du PTGE et avec le soutien de l'Agence nationale de cohésion du territoire et de la DTT, une expérimentation de réutilisation des eaux usées traitées avec, en partenariat, des agriculteurs volontaires. C'est une expérience en laquelle nous croyons beaucoup et là aussi, il ne s'agit pas forcément de généraliser une pratique, mais d'expérimenter, de tester et d'en tirer les enseignements. Nous avons plusieurs solutions, notamment lors des constructions, pour favoriser la récupération d'eau de pluie. Ensuite, pour terminer, je voudrais qu'on garde à l'esprit ce que beaucoup d'entre nous ont connu ou en sont les témoins. C'est la manière dont nos anciens pratiquaient l'agriculture. Ils occupaient l'espace, partageaient l'eau, et tout cela doit nous interroger, car elle était empreinte de bon sens, de pragmatisme. Dès lors, la communauté de communes souhaite réinterroger les savoirs ancestraux. Cela va passer par la réhabilitation des cultures en terrasse, par des expériences pilotes d'hydrologie régénérative, par la restauration de cultures anciennes. Toutes ces dernières réflexions sont menées dans le cadre d'un autre dispositif, et là c'est important à noter, c'est celui du projet alimentaire territorial commun à la CAB, Comité d'agglomération de Bastia, et de la Comcom du Cap. C'est là un point essentiel sur lequel je souhaite insister et conclure, celui de la complémentarité des dispositifs. Le PTGE n'a de sens que s'il intègre les besoins agricoles. Le projet alimentaire territorial qui affiche l'objectif ambitieux d'accroître notre autonomie alimentaire n'a de sens que s'il intègre la rareté de la ressource en eau. En menant ces deux réflexions de manière concomitante, en associant systématiquement les acteurs des deux dispositifs, en coordonnant le tout dans le cadre du contrat de réussite de la transition écologique, la Comcom, aidée de ses partenaires, parvient sans dogmatisme, de façon pragmatique, à entrevoir des solutions face aux défis majeurs de ce XXe siècle. Je vous remercie. Merci. Merci pour vos derniers propos qui sont une belle transition pour donner la parole à Madame Uchida du Centre de recherche des viticoles de Corse. Donc le micro est juste à droite, si vous pouviez le passer. Merci d'avance pour votre concision également. Merci infiniment. Merci infiniment de donner de la visibilité aux travaux du CRVI. Le CRVI, c'est la première structure professionnelle qui a été créée en 1982 pour accompagner le renouveau du vignoble corse, et le CRVI est membre fondateur de la plateforme scientifique Corsica Agropole. C'est l'unique centre de recherche insulaire dédié à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine vitivinicole vivant corse, du terroir et cep de vigne jusqu'à la bouteille. Et c'est tout à la fois le gardien du temple, un musée à ciel ouvert parce que nous avons des collections uniques et un coffre-fort parce que justement ces collections sont uniques. Alors le CRVI est également le socle des grandes orientations, des orientations décisives de la filière viticole, à savoir d'abord la production identitaire. La filière viticole a été la première production agricole à utiliser des ressources identitaires pour produire, à la diversification de la production, parce qu'il faut se diversifier pour s'adapter à tous les marchés, et à l'adaptation au changement climatique du vignoble corse, dont je vous rappelle qu'il est le plus méridional de France, et il est donc aux avant-postes
de l'adaptation au changement climatique. Alors, depuis 2017, qui a été un millésime très chaud et très sec, la Corse a touché du doigt la réalité du changement climatique au niveau agricole. Et le projet scientifique du CRVI s'est donc mis en place il y a un peu plus de 8 ans. Il s'appelle « Développement de leviers opérationnels pour l'adaptation, la sécurisation et la valorisation du vignoble corse dans le contexte du changement climatique ». Et il se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est un axe où on va essayer de mieux connaître les zones et les conditions de production. C'est un axe où on va accumuler de la data et gérer cette data. Le deuxième axe, c'est un axe où on va lutter contre l'érosion de la biodiversité en conservant le vivant. Donc c'est un axe où on va conserver les cépages, les lambrusques, qui sont les vignes sauvages, les clones de cépages et les levures. Le troisième axe, c'est un axe où on va agir sur les pratiques vitivinicoles en répondant aux besoins en produits émergents et puis surtout en tenant compte des contraintes environnementales, réglementaires, sanitaires et sociétales. Alors je vais vous donner un exemple de solutions climato-résilientes dans chacun de ces axes que nous avons mis en place. Dans l'axe 1, si vous m'avez bien suivi, c'est donc mieux connaître les zones et les conditions de production. Nous avons mis en place un atlas climatique numérique. Le voici sur une région de Corse. Cet atlas, il a pour objectif, il va être en ligne sur notre site très prochainement, il a pour objectif de donner des indications aux producteurs, aux vignerons, à savoir d'abord la température minimale et maximale de leur parcelle, et puis aussi des projections sur les températures qu'ils peuvent faire lors des millésimes chauds, des millésimes plus frais, et plus globalement en fonction des différents scénarios du GIEC. Idem pour la maturité des raisins, on a travaillé sur le Vermentine. Ces cartes vont aussi donner différents types de maturité en fonction des scénarios du GIEC. Deuxième axe, conserver le vivant. On va utiliser le matériel végétal et en particulier les cépages. En fait, les anciens cépages que l'on va remettre au goût du jour. Les voici. Donc, nos travaux ont permis le classement de 5 nouveaux anciens cépages. Les professionnels ont récupéré ces cépages pour les inscrire dans leur cahier des charges IGP. Et chacun de ces 5 cépages présente une saillance qui est particulièrement utile dans le cadre du changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'il va s'agir de rééquilibrer les vins issus des cépages principaux. On a 3 cépages principaux, Vermentine, Ogneluccio, Chacarello. Ils sont en train déjà de subir les affres du changement climatique en produisant des vins qui, quelquefois, sont déséquilibrés. Et bien avec nos cépages, nos anciens cépages remis au goût du jour, on va essayer de rééquilibrer. Par exemple, on a le Brustiano, qui est un cépage atténuateur, et qui est un cépage qui va venir équilibrer des vins qui seront issus de raisins où il y aura eu trop de sucre, donc trop d'alcool et trop d'acidité. On a le Qualtaccio, qui est un cépage acide, une acidité qui est tout à fait remarquable et qui, lui, va amener de la fraîcheur aux vins qui, au contraire, sont issus de raisins où l'acidité aura été comburée par la chaleur. On a la Rossula Bianca, qui est un cépage plutôt tardif. Alors là, on est sur un autre volet. La tardivité, c'est un paramètre auquel on s'intéresse énormément parce que ça permet de décaler le cycle physiologique de la vigne et donc le raisin mûrit sous des auspices qui sont meilleurs, c'est-à-dire quand on n'a pas les trop grosses chaleurs. Et en plus, la Rossula Bianca, qui est un cépage autochtone, pour l'instant on ne le retrouve nulle part ailleurs, présente une certaine résistance aux maladies. On a l'Uva Biancone aussi, qui est à la fois très tardif et très acide, mais enfin c'est pas un cépage miraculeux parce qu'il est également très neutre. Et puis on a le Bintaggio, qui est un des seuls cépages noirs autochtones de Corse et qui est plutôt tardif et qui en plus a des caractéristiques organoleptiques très intéressantes. Alors on passe à l'axe 3, c'est l'axe où on agit sur les pratiques et dans l'axe 3 on a trouvé une solution en lien avec des leviers culturaux. On a mis en place un démonstrateur qui s'appelle Viticorse Alti. Alors, il faut contextualiser. En fait, les politiques publiques, l'État a tracé des feuilles de route
pour trouver une cohérence entre le niveau national et le niveau régional et a mis en place un projet qui s'appelle Vitiliance, où on entend viticulture et résilience. Le CRVI a été désigné comme le référent et animateur Vitiliance pour la Corse, ce qui nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle un démonstrateur territorial. Donc, un démonstrateur, c'est un système qui permet d'accélérer et massifier l'appropriation de leviers. Alors, les démonstrateurs, ils ont plusieurs vocations. Première vocation, être mis à l'épreuve. Deuxième vocation, être source d'inspiration. Et troisième vocation, faciliter la diffusion de la connaissance scientifique, faciliter l'appropriation par les producteurs. Donc il y a 11 projets de démonstrateurs qui ont été produits par les 10 bassins viticoles nationaux. Il y a eu 4 lauréats, dont le démonstrateur corse. Alors on va en parler et c'est la dernière slide, rassurez-vous. Voilà, c'est un projet de recherche partenarial, c'est-à-dire que la production et la recherche se sont unies pour mettre en place ce démonstrateur. Il est implanté au domaine Alziprat, dans la commune de Pioggiola, en Balagne. C'est un démonstrateur qui combine plusieurs leviers dont on dit qu'ils sont en rupture. Quand on parle de leviers en rupture, en fait, on parle de leviers qui sont en rupture par rapport à l'utilisation classique des leviers culturaux que l'on fait en Corse. Donc, il y a l'altitude, c'est un des vignobles, enfin c'est le vignoble le plus haut de Corse, il se trouve à 800 mètres. Deuxième levier, l'agroforesterie. Le vignoble a été implanté dans une ancienne châtaigneraie, le porte-greffe, le cépage, la densité, et pour terminer la conduite, vous voyez que c'est une conduite en échalas, vous voyez la dernière petite photo ronde, c'est des conduites qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Voilà, j'en ai fini. Vous pouvez en savoir plus sur le démonstrateur Viticorse Alti en allant sur notre site. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation particulièrement rythmée. Donc, nous allons passer à la nouvelle phase d'échange avec la salle. Donc, surtout, levez la main pour vous exprimer. Alors, il y a quand même nos lycéens qu'on n'a pas encore beaucoup entendus pour l'instant. Donc, on va commencer par une première question, je crois, qui va être adressée à l'Office de l'environnement, puisqu'un voyage scolaire est programmé dans les tout prochains jours, justement à Bonifacio. Donc, il faudrait un micro sur la droite, si c'est possible. Un micro peut-il arriver ? Ah, un micro lycéen, Elisabeth. Merci. Merci. Allez-y. Alors, bonjour. Donc, nous sommes les élèves ambassadeurs européens du lycée professionnel du Finosé. Donc, comme vous l'avez dit, le 8 et le 9 avril, nous ferons un séjour à Bonifacio afin de visiter la... Prenez votre temps. La réserve des Bouches de Bonifacio, et aussi afin de rencontrer les acteurs engagés dans la protection du littoral, donc dont Jean-Louis Piradji ici présent. Ce voyage est une occasion pour nous d'approfondir nos connaissances et notre compréhension sur les enjeux environnementaux. Et enfin, le 23 mai, nous participerons, tout comme l'an dernier, au Festival de la Méditerranée, où nous animerons un stand plastique à la loupe auprès des élèves de cycle 3. Donc j'avais une question pour un petit peu mieux comprendre ces enjeux. Donc au-delà des îles Lavezzi, comment faites-vous pour protéger la biodiversité et promouvoir un tourisme respectueux de la nature ? Merci, ça va garder votre micro. Merci pour votre question, elle est bien évidemment très pertinente. Et en termes d'équilibre, on se doit d'essayer effectivement de trouver le niveau juste pour que le cadre environnemental soit préservé et que l'on puisse y avoir une activité économique. Une activité économique, sur les îles Lavezzi, vous l'avez vu, on est passé de 3000 personnes jour à 1800. On a un travail où, pour être extrêmement concret, nous avons aujourd'hui la gestion de l'île Lavezzi. On avait encore, jusqu'à il y a quelques années de ça, 3 ans, quelques kilomètres de sentiers qui permettaient effectivement de se promener sur l'intégralité de Lavezzi. Aujourd'hui, on a réduit à 3 kilomètres de sentiers. Donc 3 kilomètres de sentiers, c'est extrêmement réducteur.
Et ça évite aux gens d'aller dans les parties réservées. Et peut-être que Jean-Michel dira un mot complémentaire, mais où vous avez pu voir tout à l'heure des puffins qui sont des oiseaux que l'on a en protection et donc ils ne sont plus accessibles au grand public. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une gestion très forte. Sur la partie maritime, pour compléter la partie terrestre, on fait un travail en commun avec la DMLC, et c'est important de le préciser. On a fortement réduit le nombre de bouées dans le périmètre des Lavèzes, ce qui a fait réduire et chuter de 50% la fréquentation. Et avec les socioprofessionnels, on a mis en place un ponton et seuls les socioprofessionnels qui ont conventionné ou qui ont une licence avec l'Office de l'environnement peuvent accoster. Donc c'est exactement ce qui a été mis en exergue. Et d'ailleurs, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais je me permets de le dire maintenant. Le professeur scientifique Frédéric Buret a dit de la réserve de Bonifacio que ça devait être un exemple au niveau national et international. Donc on est vraiment dans une gestion fine de tous ces équilibres qui doivent nous permettre de faire cohabiter l'environnement avec la fréquentation. C'est un exercice difficile, mais je crois qu'au niveau de la RNBB de Bonifacio, il est réussi et on ne peut que se féliciter et remercier le gestionnaire et en l'occurrence Jean-Michel qui travaille sur ce sujet-là de manière assez précise. Merci. Merci beaucoup. Alors on va devoir enchaîner. Il y a une question, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Jean Pérenné, premier adjoint de Vigianen. Face à toutes ces bonnes nouvelles, j'ai un peu honte de prendre la parole. Je me demande si je dois avoir honte ou si je dois culpabiliser. Parce que figurez-vous que Vigianen, tout le monde connaît. Hein, si on faisait comme le directeur de l'EDF, où vont tous les déchets de la Corse? À Vigianen. Donc c'est à partir de là que je me dis que je culpabilise, parce que pour venir jeter leurs déchets, eh bien, les camions parcourent 40 000 km par semaine, c'est-à-dire une fois le tour de la Corse, le tour de la Terre par semaine. Donc au niveau de la pollution, je vous laisse imaginer. Concernant le méthane, nous on a cette chance dans le Valink, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils de mesure, c'est à vue de nez qu'on se rende compte de l'augmentation du méthane. Figurez-vous qu'en 2015, ça représentait 47 000 tonnes équivalent CO2, parce que le méthane, c'est 28 fois plus dangereux que le CO2. En 2020, c'est 97 000 tonnes. En 2022, 117 000 tonnes. Donc, on ne va pas sur la bonne voie. Hein. Bon, ça c'est une chose. Ce qui nous arrive maintenant, c'est qu'on s'inquiète fortement sur la biodiversité. C'est que hier, Le Monde a publié une carte des sites touchés par les PFAS. Eh bien, si je vous demandais, il y a 380 sites. Il y en a un seul en Corse. D'après vous, c'est où? Eh bien, c'est à Vigianen. Voilà. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que je dois dire à nos administrés? Voilà. Monsieur le préfet de Corse. Je pense que c'est bien que vous ayez évoqué ce sujet-là. On a, dans tous les défis qu'on a évoqués là, un énorme défi pour nous, pour la Corse, c'est celui des déchets. On est passé peut-être un peu rapidement. Il faudra, je pense d'ailleurs, que dans nos travaux, y compris sur l'adaptation, on approfondisse ce sujet dans les temps qui viennent. On n'a évidemment pas aujourd'hui les structures d'enfouissement, mais surtout de traitement, de tri et de valorisation des déchets dont la Corse a besoin. Et donc, on subit, et ceux qui en proximité accueillent les sites existants d'enfouissement, subissent aujourd'hui un tort qui n'est pas normal et qui n'est pas acceptable. Il faut donc, dans je crois, l'état d'esprit qui a été dit ce matin et qui est celui qui préside à notre COP, qu'on fasse un effort redoublé dans cette matière. C'est pour ça qu'il y a des projets qui se font, de centres de tri, de centres d'enfouissement. On a un taux d'enfouissement des déchets en Corse qui est tout à fait anormal aujourd'hui, et il faut qu'on arrive à en sortir. Voilà. Et donc votre interpellation est bonne, elle est saine, et il faut que ça nous donne envie d'aller beaucoup plus vite à l'avenir. Quand j'ai dit tout à l'heure, et ce qui n'était pas un jugement au passé, le plus facile est derrière nous, le plus difficile est devant nous, et notamment en matière de déchets. Voilà. Oui, Antoine Orsini.
Concernant le PTGE Cabigorso, je voudrais votre avis sur le dessalement d'eau de mer. Est-ce que c'est vraiment une technique durable pour gérer la problématique de l'eau en Corse en général, mais en particulier dans le Cap Corse? Merci. Merci. Alors, il a déjà été dit que ce n'était pas forcément à généraliser, hein, je crois, dans votre propos. Monsieur Vuillamier, si vous avez des éléments de réponse. Alors, actionnez le petit bouton, là, il faut le remonter, merci. Oui, ça a été une réponse en son temps parce que on avait atteint des taux où il n'y avait plus d'eau. La seule solution trouvée, ça a été l'usine de dessalement. Et on en revient. On en revient... Bon, ça a été ponctuel, c'était une réponse technologique, mais je ne pense pas que ce soit la voie d'avenir. Merci, sans compter qu'évidemment, ça émet du CO2. Alors, il y a une question aussi au troisième rang, si on peut passer un micro. Elisabeth. Est-ce que je peux... Oui, André Thor, je suis le président du centre INRAE de Corse, et je voulais intervenir sur les questions agricoles qui ont été évoquées ou abordées en particulier par Nathalie Uchida. Et parce que la dimension agricole, on le sait, elle n'est pas du tout indépendante des problématiques de changement climatique. Tout à l'heure, le président de l'Office des transports a parlé des problématiques de transport, en particulier des problématiques de transport des personnes. Et évidemment, il y a des grosses problématiques en Corse de transport des produits, et en particulier des produits agricoles. Il y a un rapport du CESEC qui a montré que 90% de l'alimentation qui était consommée en Corse provenait de l'extérieur de la Corse. Donc ça, c'est une problématique qui est très très forte, très très importante. Et nous, à l'INRA ou à INRAE, on s'occupe de cette question. Et en particulier, j'ai signé récemment un accord entre l'INRAE et la CAPA, la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio. Et j'incite j'invite les autres communautés d'agglomération de venir signer des accords ou de s'approcher de nous parce qu'on s'occupe de cette question. On a des programmes de recherche sur cette thématique, en particulier avec l'Università di Corsica, et on travaille avec eux et on travaille ensemble. Et donc nous, on peut aider, on a des solutions pour implanter des jeunes agriculteurs, ou moins jeunes, dans les zones urbaines, en particulier dans les grosses communautés d'agglomération de Corse. Et ça a des vertus non seulement pour l'alimentation des populations des villes, quand on pense qu'aujourd'hui la plupart des produits agricoles qui sont consommés dans les villes, en particulier des produits très simples, hein, comme les salades, les tomates, etc., sont importés, alors qu'on pourrait avoir vraiment des productions locales. Et deuxième avantage, ça a été évoqué par un intervenant tout à l'heure, c'est la possibilité de reverdissement ou de réimplantation de zones vertes dans les villes. Et on sait que ça va être très important en termes de changement agricole. Donc je vous invite à vous rapprocher de nous et pour qu'on puisse mettre en place des actions ensemble dans ces dimensions. Merci, c'est très clair. Monsieur au troisième rang. Oui. Il faut remonter le petit bouton. Ça y est. Bonjour à tous. Jean-Alphonse, maire de Serradifert. Ma question s'adresse à l'Office de l'environnement, au président et à Jean-Michel. Depuis 2020, nous avons sollicité l'Office de l'environnement pour créer une aire marine, alors que ce soit, on ne sait pas encore quel type de protection. À chaque fois qu'on vous entend, Jean-Michel, il y a toujours cette admiration absolue du mode de protection. On a des fonds riches, un territoire qui est particulièrement attractif dans le Valinque. Vous aviez organisé une plongée qui avait plutôt vocation de pouvoir dire qu'il y avait matière à protéger. En tout cas, on avait l'avantage d'avoir un écosystème très riche. Et globalement, ma question est fermée et ouverte, mais c'est surtout la question de dire est-ce que l'année prochaine, pour la COP 3, on pourrait prendre l'exemple de Portopole, de Serradifert, pour montrer aussi qu'on est capable d'étendre la protection à l'ensemble de notre territoire. Ringraziavi. Merci. Juste sur la partie politique, ci verrebbe assai piacere che tutta la Corsica fosse protetta,
Pecco di una maraviglia. On a effectivement besoin de protéger l'intégralité de la Corse. Si on devait le faire et si on devait se donner les moyens de faire, averremo di sicuro, on le ferait certainement. Les raisons qui nous amènent aujourd'hui, et vous le savez, on vous a répondu à diverses reprises, c'est que lorsqu'on met en place une aire marine protégée, ça engage bien évidemment des moyens de surveillance, des moyens d'accompagnement, et ça coûte extrêmement cher. Donc, la question qu'on doit poser derrière, c'est est-ce que la biodiversité a un prix? Moi, personnellement, je vous dirais non. Mais les contraintes financières des différentes collectivités, au vu du paysage national aujourd'hui, nous amènent à avoir des réponses non plus qui sont dans un cadre de biodiversité, mais qui sont dans un cadre de contraintes financières. Et je laisserai Jean-Michel vous amener les éléments. Président, on n'en était pas là. C'est-à-dire qu'on avait quand même passé ce cap et on avait quand même considéré que la zone avait vocation à être protégée. Donc, En 20 secondes, s'il vous plaît, les compléments. Il va y avoir beaucoup de frustrés dans la salle. 20 secondes, je crois qu'effectivement, ça va être compliqué. C'est vrai que la ressource, elle n'est pas infinie. Pour répondre aux élèves avant tout, hein, la ressource, elle n'est pas infinie. On le sait qu'il faut vraiment prélever modérément et protéger un maximum de choses. Dans l'inscription des stratégies, je reviendrai sur le PADUC, on avait réalisé l'analyse stratégique régionale qui a identifié en 2015 et qui devra être revue dans le cadre du prochain PADUC. Mais on avait identifié des priorités. Et je vous l'ai toujours dit, la priorité de Porto-Pôle, elle est peut-être passée à côté des radars scientifiques. Moi-même, j'ai plongé, j'ai organisé une mission avec le groupe d'études du Mérou, et c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses qui sont très intéressantes. Je pense qu'il faudra qu'on se remette autour de la table pour définir des stratégies, quel type de mutualisation on fait, parce qu'effectivement, comme l'a dit le président, on a aujourd'hui des priorités. Autour de vous, vous avez des élus qui depuis 2015 attendent qu'on fasse une réserve sur le golfe de Porto, et c'est vrai qu'on a des priorités que l'on se doit de décliner. Mais effectivement, les planifications stratégiques sont très importantes et à un moment donné, on devra y répondre. Moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, c'est très intéressant d'avoir des élus qui viennent vers nous pour dire il faut protéger la mer, il faut protéger la terre. Hein. Il n'y a pas que la mer en Corse, il y a tout ce travail qu'on fait en termes de planification avec nos collègues à l'office. Mais c'est quand même, il faut quand même saluer cette énergie à essayer de faire en sorte que sur ces sites-là, il y ait aussi un petit morceau de mer protégé. Et je m'arrêterai là parce que c'est vrai que les stratégies on a un peu dépassé les 20 secondes. C'est pas grave. Merci à vous. Alors, il y avait une seconde question de nos amis lycéens pour revenir à l'agriculture. Si vous pouvez leur passer un micro, s'il vous plaît. Parce qu'on s'achemine quand même évidemment vers la fin de notre séquence. Comme ça ? Allez-y, on vous entend. Bonjour. Autre partie des ambassadeurs junior du lycée Finozel, on avait une question sur l'agriculture. Donc, s'il y avait des mesures concrètes déjà mises en place pour adapter l'agriculture corse au réchauffement climatique. Merci. Alors, est-ce que la DRAF est dans la salle, notre nouveau directeur régional, pour répondre brièvement? Alors. Non pas seulement au réchauffement climatique, vous avez vu ce qui a été dit tout à l'heure, mais à l'évolution du climat. Ça concerne les sols, ça concerne les transports, ça concerne les engrais. Juste sur la question de l'eau. Sur la question de l'eau, en fait, il n'y a pas une solution miracle pour tout traiter cette question de l'eau. C'est un arsenal de mesures. Au premier chef, on pense aux retenues, tout de suite, on pense aux retenues d'eau avec un programme de l'Office de l'équipement hydraulique. Il y a les sujets d'économie d'eau, qui est un sujet qu'on peut mettre en place tout de suite, d'ailleurs qui est mis en place avec des aides de l'ODARC, l'Office de développement agricole de Corse. Il y a l'adaptation variétale. Alors c'est ce que Madame a présenté tout à l'heure, des recherches pour adapter effectivement les bonnes vignes, les bons agrumes. Et puis le dernier outil de la boîte à outils, j'en finirai avec ça, c'est celui de la coopération. La Chambre d'agriculture en Corse, effectivement, a un programme de coopération, tout simplement pour aller voir ce qui se passe dans d'autres pays qui connaissent des situations comme celle que connaîtra peut-être, probablement d'ailleurs, la Corse dans quelques années, pour aller voir ce qui se passe là-bas et puis voir si on peut le ramener concrètement en Corse. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Merci. Alors, les contraintes horaires nous amènent
Je peux? Une seconde? Une seconde? On avait promis une question aux collégiens qui vont poser pendant que Monsieur le Préfet et Monsieur Siméon, s'il est encore parmi nous, nous rejoignent pour les propos conclusifs. Donc un jeune lycéen, collégien, voulait prendre la parole. Allez-y. Bonjour, nous représentons les éco-délégués du collège Laetitia Bonaparte. Donc, comme vous le savez sûrement, il y aura bientôt à Ajaccio le Festival de la Méditerranée. Le 23 mai, ce sera le rendez-vous des scolaires avec beaucoup d'élèves. Certains vont venir présenter leurs ateliers et d'autres vont y participer. Donc, quel message souhaiteriez-vous nous transmettre pour donner aux enfants et aux jeunes de la force et du courage face aux défis qui nous sont lancés à nous en Corse et au-delà de l'humanité ? Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si je suis légitime pour répondre au nom de tous, mais je vais quand même tenter. D'abord, le fait que vous soyez engagés, vous les jeunes, que vous soyez conscients, que vous ayez envie qu'on s'y intéresse, c'est notre principale et c'est notre plus forte motivation. Donc il faut que vous sachiez que vous avez un pouvoir magique entre les mains, c'est celui de poser des questions, c'est celui de nous inviter à y répondre. Mais je dirais... Ça, c'est une leçon. Vous allez voir, la vie passe assez vite. Très vite, vous allez vous trouver vous-même en responsabilité. Aujourd'hui, vous avez, dans votre famille, dans votre entourage, la possibilité d'agir. Et je pense que progressivement, avec la conscience que vous allez aussi prendre des responsabilités publiques, privées, comme on en a ici. Et vous allez, sans doute, nous permettre de mieux faire qu'on a fait dans le passé. Mais ce que vous ferez, à mon avis, mieux que nous ne l'avons fait, nous, c'est, vous l'avez, je pense, déjà compris en travaillant dans votre collectif de scolaires, c'est que ensemble, on doit arriver à faire des choses bien plus merveilleuses que séparément. Et l'engagement que la COP nous a donné, la motivation que ça nous donne, la motivation que vous, jeunes, nous donnez, c'est qu'on doit, ensemble, ici, en Corse, effacer toutes nos différences, toutes nos frontières, arrêter avec un certain nombre de postures, parce que l'enjeu vital pour le vivant, pas simplement pour vous à l'avenir, mais pour nous, il est absolument qu'on travaille tous ensemble pour ça. Voilà ce que je vous dirais, mais je viendrai volontiers aussi en dire plus au mois de mai. Merci. Et la forêt? Alors, on va s'acheminer sur la phase de conclusion, puisque malheureusement, nous avons épuisé notre temps. Ça montre qu'évidemment, nos